la France avait fait réquisitionner plein de matériel pour faire l'acier victorieux. Donc ça, c'était en 1939, l'acier de la vie. 39-40. 39-40. Et nous, on avait donc fait modifié ce petit châssis avec une plateforme derrière. Toutes les maisons de Jugon, on allait ramasser la ferraille, faire des tas de ferraille. Et vous en aviez beaucoup récolté? Mais oui, tout un tas. Quand on a appris que les Allemands arrivaient, j'étais à Dinan. Et ça devait être un jeudi, parce que le jeudi, il n'y avait pas d'école. On avait un ami qui était gendarme, qui avait fait la guerre de 14 mai. Et il est venu chez nous avec mon père, et il pleurait. C'était un gars qui faisait 1m80, géant. Et avec mon père, ils sont cachés à proximité de la route nationale, ils regardaient les Allemands qui arrivaient en autoroute. Et ces Allemands, ils étaient presque à court de carburant. Alors ils sont envoyés sur la pompe à la maison, parce qu'on avait une pompe sur le trottoir à essence. Et puis ils essayaient de tirer, on avait de l'essence. Mais après, avec mon père, on est descendu en vitesse, parce que le tuyau reliait la citerne qui était dans le sous-sol. On a débloqué en vitesse l'aspiration. C'est bien que les Allemands après, ils pompaient, mais ils ne pompaient plus que de l'air. Et alors ça commençait comme ça. Ensuite, il y avait beaucoup de soldats français qui, la plupart venaient de Narvik, et qui, hors de ne plus combattre, ils abandonnaient les armes, et il y avait qui cassèrent leur fusil, la crosse du fusil, tout ça. C'est bien que quand on a vu ça, on a dit, c'est pas possible, les Allemands arrivaient comme ça, c'était quand même, pour nous c'était une souillure. En plus, chaque famille, chaque famille en Bretagne, pour dire, avait quelqu'un de leur famille mort ou très esquinté par la guerre de 14, donc... Oui, d'ailleurs, voilà. Il y a un très beau vitrail à Jugon-les-Lacs, oui, où on voit les portraits de ceux qui sont morts. Alors, c'était donc impossible de les tenir comme ça, sans combattre. Les Français avaient réquisitionné un camion à Plélan, un camion à Gaston Bethuel. Gaston Bethuel, c'était un transporteur qui habitait dans le bourg de Plélan. Et le camion est tombé en panne dans un virage, en montant la côte, en venant vers ici, en direction de Lamballe. Et nous, on a ramassé déjà quelques armes, des petits mousquetons, et on est allé au camion, et le camion, il y avait un modèle 36. On n'avait jamais vu ce fusil, c'était un modèle 36, c'était un nouveau modèle des soldats français qui était peu distribué encore en 40. Et on a enveloppé le fusil dans une couverture, et puis on a voulu prendre le chemin du retour. Mais les Allemands sont arrivés, et ils n'ont pas vu le fusil parce qu'il était enveloppé. Retournez tout de suite à votre village, enfin les motocyclistes, on a balancé la couverture avec le fusil qui était dedans, puis on est parti. Et au loin, on a entendu les motos qui démarraient. On est revenu sur mon pas, on a attrapé le fusil, et on est allé le cacher à Jugon. Par la suite, je m'étais aperçu que les soldats français avaient abandonné des torpilles de mortier. Alors, je suis rendu, j'ai attrapé une torpille, et je me suis mis à la route, mais la route était en pente, la torpille ne tenait pas. Alors je suis calé avec des cailloux, puis je suis parti. Peu de temps après, il est arrivé une voiture allemande, découverte. Ils ont vu la torpille, mais elle n'aurait pas explosé, elle n'aurait pas fait de mal, il fallait qu'il y ait le mortier. Les Allemands ont donné un coup de volant, puis ils se sont cassés la gueule, la bagnole partie avec des corps. Quelques jours après, il est resté au moins 8 jours là, la voiture pleine de sang à l'intérieur, tous les soldats ont dû en prendre un coup, quoi, sûrement. Et par la suite, le fusil, on l'avait caché sous un viaduc du chemin de fer.
Et un copain, donc, il est avec nous, il s'appelait Léon Trel, il a pris le fusil, puis il l'a caché dans son grenier. Mais quelques jours après, son père, qui était de la guerre de 14, qui a été prisonnier des Allemands, a trouvé le fusil. Et alors, quelques temps après, je demande à Léon, mais le fusil, oh, papa l'a trouvé, il est caché, il l'a amené dans le cimetière. Alors, j'ai réussi à savoir que le fusil était caché dans un petit ossuaire qu'il y avait dans le cimetière de Jugon. Et fermé à clé, tout. Et alors, pendant plusieurs soirs, j'étais avec un copain, essayer d'ouvrir la porte, mais pas moyen. On emmenait des clés, des trucs. Puis un beau jour, un bonsoir, la porte ouvre. Puis il faisait nuit, alors nous dans les ossements, essayer de trouver le fusil, mais on n'a pas trouvé. Puis à la fin, j'ai regardé au toit, vous savez, sous l'osement, j'ai trouvé une courroie, j'ai tiré, c'était le fusil, et j'ai tombé dessus. Alors, on a donc refermé le ossuaire, puis on est parti, le copain et moi, avec le fusil entre nous deux, il y avait des Allemands partout. On emmenait le fusil chez le copain. Et ce fusil, il manquait la baïonnette 30-30, c'est-à-dire c'est un fusil qui a une baïonnette qui rentre dans le fût, on l'en sort et puis on la met. Ah, elle n'avait pas la baïonnette. Alors, le frère du copain a fait une baïonnette en bois, puis il s'est pris en photo. Et j'ai plus cette photo, c'est dommage. Si bien qu'on avait un ami qui avait un petit manoir à côté, qui avait un avion personnel. On est allé avec mon père, un ouvrier du garage, mon frère et moi, on était bons, mais quand il y avait, chaque fois qu'il y avait manifestation d'avion, tout ça, on était invité par le copain qui avait même pas 20 ans, quoi, à l'époque. Et je me souviens, pour démonter l'avion, il y avait des échos, des petits boulons qui étaient dans les ailes, presque impossible. Il aurait fallu des clés très fines. Et nous, avec notre petite main, mon frère et moi, on a réussi à défaire les boulons. Et cet avion a été après mis dans un camion et parqué chez le copain. Qui s'appelait comment? Maurice Dufreté. Pour nous récompenser de la main, il nous invite, mon frère et moi, et il y avait un petit étang au manoir, à la pêche. Et on est allé à la pêche, on a pris. Mais on est accompagné par des réfugiés qui venaient du Nord. Deux belles femmes, vraiment très très belles. Et ils nous accompagnaient à la pêche et tout, il y a pris donc. Puis à un moment donné, il y a Maurice, donc Maurice Dufreté, s'est amusé à s'allonger dans le champ qui bordait l'étang, puis à rouler sur lui-même. Alors les filles disent, oh ça, il n'y a pas que les gars qui peuvent faire ça, les filles peuvent le faire aussi. Alors, ah bon, que dit Maurice, ben, ils emmenaient un peu plus loin. Puis les filles se sont mis à rouler. Mais l'endroit où avait emmené Maurice, il y avait des bousses de vache. Et alors les filles, ça ne devait pas être très joli. plein de bousses de vache. Et par la suite, donc, un beau jour, Maurice est venu voir mon père, il dit, je veux rejoindre l'Angleterre, il faut remonter l'avion. Mon père est allé avec l'ouvrier du garage. Il était surnommé Boulon, mais il n'aimait pas qu'on l'appelle Boulon. Il était originaire de Vildé. Ils ont monté l'avion, et puis Maurice a réussi à sort de tempête d'ailleurs, à s'envoler, puis à rejoindre l'Angleterre. Après une instruction, il est rentré dans la RAF, et il avait un hurricane. Il nous parlait à la radio à chaque fois. Il a parlé au moins 3 fois à la radio, on savait que c'était lui. Engagé après à Dieppe, au faux débarquement de Dieppe. Et là, il s'est fait descendre. Alors il paraît, d'après ses amis pilotes, son avion a été touché par la DCA, et il a projeté son avion contre la batterie de DCA. Il y avait les Allemands, ils avaient établi une commandature à Jugon et une commandature à Bron. Et ils ouvraient de l'une à l'autre, enfin, suivant
plusieurs jours comme ça, l'une ou l'autre. Et à cette commandature, on avait réussi à y rentrer, et piquer des hommes. Et dans le grenier, ils avaient mis une petite fenêtre ronde, ils avaient mis une hampe. À chaque fois qu'ils ouvraient la commandature, ils mettaient le drapeau aquagamé, un immense drapeau qui flottait. Et quand ils partaient, ils pliaient le drapeau et ils le mettaient donc dans le grenier. Alors nous, on était allés dans le grenier, le drapeau. On a piqué, bien sûr. Et puis, et les armes qu'on leur a piquées, on les a cachées dans la cave de la commandature. Alors, jamais n'aurait pensé que les armes étaient là. Et on a continué donc à ramasser des armes. Et sur Satignac, ici, il y avait une mare. Et on s'est dit, il y avait une mare, il y avait un garage de la mairie, un garage municipal dans lequel ils mettaient le corbillard. Et le long de ce garage, il y avait un petit fossé, vous savez, il y avait la partie d'un fusil mitrailleur. Alors on s'est dit que la partie qui est là, peut-être le reste est dans la mare. On était dans la mare, il faisait froid. Et dans la force, on a récupéré le reste du fusil mitrailleur, des mousquetons, enfin, je ne sais pas combien, plus de 1000 cartouches qui étaient encore bonnes, et on les agitait, la poudre remet encore dedans, et on a tout ramené, j'ai monté sur le vélo, sur la carte du vélo, enveloppé dans un vieux sac, vous savez. Quand vous étiez jeune, la première fois que vous avez rencontré les tirailleurs sénégalais, vous aviez quel âge? 13-14. 13-14 ans. Oui. Et donc vous les avez rencontrés dans quelles circonstances? Ils étaient dirigés sur Jugon par des Allemands pour creuser la ligne Paris-Brest. Et c'est là que, comme ils creusaient, que je les ai connus. D'accord. Et là, ils creusaient une ligne téléphonique. Oui, voilà. Et vous les avez rencontrés à ce moment-là, et comment Oui. s'est déroulée cette rencontre? C'est-à-dire que, par curiosité, on les a suivis un petit peu au fur et à mesure qu'ils piochaient. Et c'est là qu'un des chefs m'a dit, j'aurais demandé s'il y avait besoin de quelque chose. Il me dit, si vous trouvez un peu de lait, on serait heureux d'en avoir. Et c'est à ce moment-là, on a fait les fermes de Jugon, il y en avait 3 à l'époque, et on a récolté pas mal de lait qu'on allait leur donner tous les jours. Et ce lait-là, vous leur le donniez gratuitement? Ah ben oui, oui, oui. Et donc les agriculteurs, les paysans du coin, le donnaient bien volontiers? Ben oui, oui, nous, on s'arrangeait avec eux, oui, oui. Pour ça, ils étaient réellement conscients qu'il fallait les nourrir, il fallait leur apporter. Parce que leur attaque qu'ils avaient, je ne sais pas ce qu'ils mangeaient. Hein. Et alors, ils étaient très contents de trouver du lait. C'est-à-dire que on avait constaté que les Allemands les emmenaient le soir à Plénan et ils laissaient le matériel sur place, les pelles, les pioches, enfin tout ce qu'ils avaient pour creuser. Et dans la nuit, quoi, une fois qu'ils ont été partis, on est allé prendre les pelles et les pioches, on les a balancés dans les broussailles. Alors les Allemands, quand ils sont revenus, bon, les Noirs ne pouvaient plus travailler, quoi. Alors ils ont mis un certain temps à savoir où étaient à découvrir où étaient partis les pioches, les pelles et tout. Mais, vous savez, on les avait balancés dans un fossé, et puis dans les ronds, c'était pas facile à les retrouver. Hein. Et en plus, il fallait les fossiles pour déblayer le terrain, y accéder. Et alors, c'est là que un des chefs noirs, il était gradé. Je ne sais pas, c'était caporal ou sergent, enfin, il était un petit peu. C'est lui qui commandait plus ou moins l'équipe. Et il m'a fait ça en me disant, c'est toi qui balançais les outils. Alors, bon, ben, j'ai dit oui, quoi, c'est pas caché, quoi. Et alors, il dit, oh, on voudrait bien partir, on voudrait bien s'en aller, ils sont 7 à nous garder. Alors j'ai dit qu'on avait étudié la question, mais moi,
13-14 ans, j'avais, les copains étaient un peu plus vieux que moi, quoi, mais quand même, ça représentait un truc énorme pour eux. Hein. Bon, les Allemands, les Noirs ont dit, oh, on s'en charge. Donc, ils étaient décidés à aller désarmer, enfin bon. Ils étaient décidés à s'évader et puis à maîtriser les Allemands. Voilà, oui, oui. Oui, de par eux-mêmes, ils voulaient maîtriser les hommes. Et nous, on devait les guider ensuite dans la campagne. Hein. On avait choisi sur Maigry, donc pas tellement loin de Gévauce. C'est de là d'ailleurs après qu'on a fait notre camp, des Grès, le camp pour les résistants. Quoi. Et là, il y avait quand même quelques fermes, ils auraient pu se ravitailler, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de ravitaillement, les Allemands prenaient tout, les poulets, les tout, alors que au cochon, je ne savais pas si ils en mangeaient, quoi. C'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu que quand on est allé au barrètement, mais ils étaient partis. Ou, je ne sais pas. Il n'y a plus rien. Mais ils s'étaient évanouis, donc c'était terminé. Oui, sûrement ils avaient été réquisitionnés pour aller creuser ailleurs. D'accord. Et vous n'avez jamais revu de Noirs dans le secteur? Jamais. Ah, non. À 11 ans et 13 ans, vous étiez déjà fou dans le patriotisme. Déjà, oui, oui, oui. Et votre frère, après, il a participé lui aussi à vos côtés? Oui, mais mon père n'a pas voulu qu'il combatte. Et alors, il avait des petits bouquins, si on veut, système D. Et avec ce bouquin, il a appris à faire des postes à galène. C'est lui qui a capté l'ordre d'attaque par son poste à galène. Et il y en a des acharnés, si on veut, sont allés à Pamin, soi-disant qu'il y avait le collaborateur, le maire était collaborateur, il a collé une balle dans la tête. Et, mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein. Et la balle est rentrée par... Mais il n'est pas mort, hein, elle est rentrée à travers la mâchoire, enfin je sais pas. Et le lendemain, un des ceux qui était... me donne un pistolet, un revolver, c'est un modèle 92, un modèle d'armée française, réglementaire. Tu pourrais pas me le cacher. Bon, j'ai pris le revolver. On avait un grand buffet, puis moi j'ai mis dans un tiroir de buffet. Bon, peut-être, je sais pas moi, le lendemain, ça devait être le lendemain, les hommes arrivent. Ils avaient eu un va-et-vient dans la maison, forcément, avec les radios, tout ça, etc. Ils avaient les armes du parachutage, donc des stènes, puis qui me mettaient comme ça devant les yeux, faisaient mine de ne pas voir. Ils voyaient mon comportement, quoi. Ils sont venus faire une fouille de toute la maison. Et alors, je dis, ça y est, il y a le revolver qui est dans le tiroir du buffet. Et alors, ils ont cherché, non, je vais voir regarder dans le tiroir, tout ça. Aucune réaction. Bon, puis, ils avaient laissé volontairement un pistolet sur un siège, pensant que j'allais prendre le pistolet et les menacer, alors que le pistolet, sûrement, n'était pas chargé. Enfin bon, c'était une ruse à eux. Et puis, bon, ils remontent à la voiture, ils partent. Alors, il y a ma mère qui me fait dire, moi je t'ai vu mettre le pistolet dans le tiroir. Je l'ai pris, puis j'ai mis un sac de farine. Oh, j'ai dit, le pistolet, il va être joli. Mais non, elle l'avait enveloppé dans un chiffon, puis elle l'avait mis dans le sac. Par exemple, il y avait une ancienne gare, il y avait donc un quai de déchargement avec une grande maison, fermée avec des portails énormes qui faisaient plus de 100 kilos, chaque portail relié entre eux par une chaîne. Et nous, on y rentrait quand même. On prenait un levier, on défaisait le portail du bord qui était dans une coulisse. On faisait passer par-dessus la coulisse, c'était écarté. Il y avait juste un endroit à passer. Donc, mon frère qui était plus jeune, qui était plus petit, il rentrait. Et puis, mais dans le noir, il prenait des munitions, tout ça, qui passaient par le truc. Puis à un moment donné, j'ai entendu dire, oh, je sais pas, j'ai plongé ma main dans quelque chose, mais c'est du liquide.
C'est une histoire à dormir debout, c'est que quand il est sorti, on a remis le portail et tout, il s'est aperçu que sa main était toute rouge. C'est la main qu'il avait trempée dans la peinture. Pour s'essuyer la main, qu'est-ce qu'il avait fait? Il y avait des caisses de munitions, il s'était tué les caisses. Le lendemain, les Allemands, ils ont bien vu qu'il y avait des trucs qui avaient disparu, mais ils avaient s'aperçu que tout fermé, sentinelle qui faisait la ronde tous les, je sais pas combien, plein de peinture. Mais dites-moi, vos parents, votre père, votre mère, vous ne leur faisiez pas peur? Si. Ils savaient tout ça? Non, on se levait la nuit. Et puis on a fait des histoires pas possibles. Donc un ancien pont, ils garaient leur moto. Ils fermaient le pont à l'extrémité et l'autre, ils garaient les motos. Et nous, on avait percé la cloison, on a fait une petite, mais pas grande, juste pour passer. On allait prendre les outils, les trucs des motos. Et la vacherie qu'on faisait, on prenait des outils d'une moto, parce que les motos avaient des grandes sacoches en cuir. On prenait les outils d'une sacoche et on les mettait dans celle d'une autre. Comme ça. Si bien que le lendemain, il y avait une sentinelle qui était allemand. Les Allemands, quand ils prenaient leur moto, ils voulaient travailler sur une moto, plus d'outils, enfin, un peu, ils s'apercevaient que le voisin avait des outils. Si tout ça se terminait pas un coup de poing, il suffirait que l'autre avait piqué ses outils. Et alors, les voitures, on se couchait en dessous, on débloquait le bouchon vidange, juste débloqué. Et les boîtes de vitesse, on enlevait le bouchon, et on mettait du sable, mais on n'avait pas tellement de sable, il y avait un dépôt si vous voulez, de cotonnier qui était à côté, mais c'était un petit gravier. Si bien qu'on n'arrivait pas à l'introduire. Alors on avait pris un journal, on avait un noir avec un journal, mais ça ne rentrait pas. Mais les Allemands, eux, ils avaient fait le long des côtes de Jugon des petits câbles de sable. Encore que l'hiver, il y a du... C'était marqué Furglates, je me rappelle encore du nom. Des sables. Alors, dans la journée, on prenait des petits jours, on faisait mine pour jouer, des sables, on les emmenait chez nous, puis le sable rentrait dans les... Si bien que les Allemands, bon, ils repartaient sur le front rouge, ils n'étaient pas en panne, mais au cours de route, ils tombaient en panne. Ils ne savaient pas tout ça venait, quoi. Ils ne peuvent pas dire que c'était un jugon. Tous les mois, à peu près, on avait rendez-vous à Lamballe, chez le libraire, qui s'appelait Franck, et une dame qui couchait avec les Allemands, à chaque fois, je voyais, avec une certaine heure, et on avait demandé à cette femme si elle pouvait piquer des armes ou des trucs, mais elle n'avait pas pu piquer d'armes, mais elle avait piqué donc un appareil photo qu'elle m'a vendu. Elle ne l'a pas donné, elle me l'a vendu. Alors c'était un Zesicon grosse bobine. Tout ce que je me souviens de l'appareil. Et c'est avec cet appareil-là que vous avez fait les photos du groupe et de l'époque de la Résistance. Les photos. On récupérait des armes avec des crosses cassées qu'on réparait. Et je me suis amusé à refaire des crosses. J'en ai encore une là, qui est piquée de verre, mais... Ah oui? Oui, parce qu'on n'avait pas confiance. On réparait les crosses, si on veut, en mettant des ferrailles de chaque côté. Mais comme le mousqueton français a beaucoup de recul, on n'avait pas confiance que la crosse tienne. Et alors à ce moment-là, on s'est mis à faire des crosses. D'accord. Et elle est encore là, mais pleine de verre. Oh, c'est extraordinaire. Je peux vous la montrer. Ah mais je veux bien, pourquoi pas. On a eu les parachutages d'armes et on a eu l'ordre le 2 août d'entrer en guerre donc contre les Allemands.
Alors nous, on est allés, je vais avec mon groupe, et 3 groupes, on est allés attendre les Allemands. Et les Allemands arrivaient donc de Plélan, la route de Plélan. Nous, on avait arraché une barrière d'un champ et qui donnait en plein face sur la route. On avait mis le fusil mitrailleur en batterie, mitraillette et tout. Ils en sont arrivés au moins 300. Dans lui, on a tiré. C'était réellement un carnage. 45 Allemands en l'air. Et puis notre chef de groupe, parce qu'il y avait plusieurs groupes qui étaient disposés le long, mais notre chef de groupe, je ne sais pas, nous on a tiré, mais peut-être qu'on a tiré aussi sur les copains, mais on ne pouvait pas tirer dessus puisque les autres étaient à l'écart, pas du tout, ils étaient derrière des haies, on ne pouvait pas les atteindre. Puis on a eu beau le freiner, et pour moyen, il est allé voir. Puis peu de temps après, il y avait une carabine américaine. On a entendu la carabine américaine qui tirait. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Plus rien. Il ne revenait pas. Alors si bien que nous, on avait pourtant ordre d'attaquer les Allemands et nous plier. Mais non, on n'a pas pu puisque notre chef était parti. On est resté toute la nuit face aux Allemands à se combattre. Les Allemands essayaient de nous trouver, ils balançaient des grenades, mais ça ne se trouvait pas dessus. Et comme on était presque encerclés, ils sont canardés entre eux, quoi. Ils n'y arrivaient pas à nous positionner. Et au petit matin, ils sont partis. Et alors là, nous, on était sur la route, il y avait des tas de vélos, du sang partout. On avait tué le chef déjà, l'Opman qui les commandait. Et puis, on a trouvé le copain, notre chef. Il avait une rafale dans la tête. Et alors, bon, on l'a emmené, et puis, au gré, on m'a dit. On était à peine partis, les Allemands sont revenus. Ils ont mis le feu aux maisons, qui seraient là. Et après, ils sont venus occuper Jugon. Et avec ce qui se passe, parce qu'on a rattaqué l'après-midi les Allemands, et on a eu encore un de nos chefs qui a été tué là. Et moi, on cherchait, je me suis désigné pour aller le chercher, on ne savait pas s'il était mort ou quoi. Il est allé marier les Allemands, l'endroit où il était tombé, et il était mort. Bon, ouais, j'étais avec un copain, on s'est dit on va l'emmener, il était lourd. Alors, les Allemands nous sont tombés dessus. Le copain il a réussi à s'en aller, malgré les rafales du bal. Mais j'ai traîné le corps de mon chef enfoncé. Puis par les rafales de balle, il y a eu des branches qui étaient tombées, j'ai recouvert de branches. Puis je suis parti, pas moyen de retourner au bois, il y avait plus de 2 mètres de fossé, vous savez, remonter, je ne pouvais pas. Alors j'ai retraversé la route, les Allemands, avec une automitrailleuse, m'ont tiré dessus. J'ai une cartouchière, j'avais des cartouchières de la guerre de 40 que j'avais mis moi, avec un ceinturon et un casque. J'avais un casque français aussi. Et j'ai une balle qui m'a ricoché sur la rotule. Et puis ma cartouchière, puis j'ai réussi à sauter par-dessus la fossée. Puis ils m'ont pris en chasse. Et ils sont descendus de bagnole, et puis, alors moi, pour filer, vous avez des grandes, en face le bois de Beaubois, vous aviez de grands talus. Des grands talus. Alors je me faisais talus, puis alors, vêtements déchirés, tout ça, vous avez les agents, ça piquait, vous avez j'étais joli, plein de sang. Puis à la fin, j'en ai eu marre, et je voyais qu'il essayait de savoir où j'allais pour aller attaquer les copains. Et alors que j'ai vu ça, je me suis caché derrière un talus, puis j'en ai vu un qui montait sur le talus. Quand on a regardé, s'il me voyait, j'ai pris mon fusil, j'ai tiré. Mais je n'avais plus que les bottes. J'ai réussi à m'en aller, comme ça. Et quand je suis rentré au camp, ils avaient déménagé parce que les Allemands, ils avaient cherché. Ils avaient établi un camp plus loin. Et ce que je ne savais pas, j'ai reçu un coup de fusil d'un copain, il m'a pris pour un Allemand, il m'a loupé. Donc le matin du 5
du 6 août, les Allemands, on s'était mis en batterie, vous savez, sur les hauteurs de Jugon. Alors, on était face à face, les Allemands. Il y avait des mitrailleuses dans les collines autour de Jugon, vous avez le côté de l'eau. D'accord. Et au petit matin, les Allemands, ils partent. Alors nous, automatiquement, on est rentré dans Jugon. Et j'ai été chercher un vieux drapeau qui était à la mairie. On a fait le tour de Jugon avec le drapeau en tête, drapeau français. Mais il y avait encore des Allemands, puisqu'on a retué donc, dans l'après-midi. Mais les Allemands, quand on les a attaqués, donc vous avez à cause de Beaubois, ils ont voulu mettre le feu à Jugon. Si bien que tous les gens, les habitants de Jugon sont partis, campés sur le bord du lac, côté de l'eau. Si bien que Jugon était vide. Et quand on est arrivé, nous libérer donc Jugon, on a fait les mannequins, on a volé sur la place et tout, mais les Jugonais n'étaient pas là, ils n'étaient pas rentrés, donc. Et il y avait encore des Allemands. Et vous étiez combien de résistants à être entrés dans Jugon? Tout mon groupe. Combien alors? Mon groupe, on est resté à 6. Et plus les autres groupes après qui sont venus, je sais pas, on était quand même 200-300.